Merci, bonjour à tout le monde. Merci d'être parmi nous pour la sortie du premier livre de Julie Céline, Comment sortir du merdier actuel. Petit manuel à l'intention des maîtres du monde. On va dire que pour un premier livre, elle a limité ses ambitions à des choses très modestes. Mais c'est très bien, c'est l'audace de la jeunesse. Moi, quand j'ai été destinataire de ce livre, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, et ce sera la première question que je vais poser à Julie Céline, c'est comment, quand on a à peine plus de 20 ans, qu'on est encore étudiant, on en vient à s'interroger sur des choses aussi essentielles de la vie. Qu'on s'interroge là-dessus à 20 ans, ça ne me paraît pas surnaturel. En revanche, que de ces interrogations et de ces réflexions, on ait envie d'en faire un livre, ça c'est à la fois plus insolite et original. Donc, ben voilà, Julie Céline, première question. Bonne question, Hervé. Qu'est-ce qui d'abord t'a amené à réfléchir sur l'état du monde, hein, puisque c'est quand même un peu ça, et à vouloir en faire un livre? Alors déjà, bonjour à tous aussi, merci d'être venus. Donc le livre n'est pas sorti de nulle part, je n'ai pas sorti de ma petite pochette magique. En fait, je suis partie vivre à Lyon il y a 3 ans de cela, et j'ai intégré une faculté de sciences économiques et de gestion. Et à partir de ce moment-là, j'avais un peu plus de temps, je me suis mise à écrire sur un forum et à me renseigner chaque jour sur les journaux et sur Internet sur les problématiques actuelles. J'ai passé un an et demi à faire ça, et un jour est venue l'idée de ce livre qui est une synthèse en fait, de toutes ces réflexions que j'avais entamées en faisant ces recherches-là. Et donc je me suis donné le défi d'en créer un petit manuel accessible à tous, pas très compliqué à lire, pas très académique non plus. Rien que le titre déjà, ça a beaucoup choqué ma responsable du master quand je lui ai dit, elle m'a dit oh, t'as écrit un livre, c'est génial, c'est quoi le titre? J'ai dit c'est Comment sortir du merdier. Elle m'a dit ah bon, t'as réussi à le faire éditer? Alors j'ai dit oui. Donc c'est comme ça qu'est né le livre en fait. Et après, comme dit Hervé, ben, quand on a 22 ans, c'est vrai que c'est pas facile. Moi c'est vrai que ça m'a fait peur aussi. Pas au moment où j'ai écrit, mais au moment où je me suis dit ben, il va falloir le faire publier. À ce moment-là, on se met un peu à nu parce que c'est un essai, c'est pas un roman où on fait venir des personnages et où on peut les faire faire n'importe quoi. Donc du coup, j'avais un peu peur. Et après, je me suis dit, attends, là, tu as écrit un bouquin, la situation actuelle, elle est urgente, toi, c'est ta passion, c'est ça que tu veux changer les choses. Grâce à ça, ça sera la petite pierre que tu vas mettre à l'édifice. Donc lance-toi et bouge-toi les fesses. Et c'est comme ça que le livre est né, en fait. Bonjour à tous, troisième volet. Moi j'ai rencontré Julie Céline sur un salon il y a quelques semaines maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur le livre qui venait tout juste de sortir. Et outre ce titre accrocheur, hein, Comment sortir du merdier actuel, qui moi, m'avait quand même étonné, il y a aussi ce sous-titre, Petit manuel à l'intention des maîtres du monde. Quelle est la cible? À qui s'adresse le livre, Julie Céline? Le déménagement va se terminer. Alors oui, voilà, en effet, le titre peut choquer, et c'est volontaire. Le titre, Comment sortir du merdier actuel, déjà on va analyser la première phrase, il avait pour but de susciter l'interrogation. J'aurais pu l'appeler Petit manuel de la situation actuelle. À mon avis, ça n'aurait pas eu le même impact, puisque du coup, aujourd'hui, une des premières questions qu'on me pose, c'est la nôtre. Pourquoi l'intention des maîtres du monde et qui sont les maîtres du monde? Pour moi, ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques, ce sont toutes personnes, si on peut dire, avec du pouvoir, qui ont une influence plus forte que la normale sur les choses. Mais le livre, c'est destiné à toute personne. Mais le livre est aussi destiné à toute personne désireuse de comprendre la situation actuelle, puisqu'on est tous acteurs du changement. Donc, c'est ça la cible. Est-ce que ça a un lien avec aussi les chefs d'entreprise que vous fréquentez à travers ce que vous faites actuellement à Lyon au Centre des jeunes dirigeants? Oui, ça a un lien aussi avec les chefs d'entreprise. Ça a un lien aussi avec les chefs d'entreprise, puisqu'en
qu'en fait, actuellement, je travaille dans une association qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, donc à Lyon et pour la région Rhône-Alpes. Et donc, le Centre des jeunes dirigeants, c'est quoi? J'en parle parce que ça a quand même un lien avec mon titre. Bon, les déménagements ne sont pas terminés. Il y a des places devant, hein. Donc, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de chefs d'entreprise, un mouvement apolitique de personnes qui sont engagées dans des valeurs plus humaines et un libéralisme plus responsable. Donc, c'est dans ça que je travaille. Donc, en effet, les chefs d'entreprise sont inclus dans la cible du livre. Après, on ne va pas rentrer trop dans le détail du livre, parce qu'il ne faudrait pas en éventer l'intérêt pour tous ceux qui, parmi vous, ne l'ont pas encore lu. Je vous invite à le faire. C'est encore la meilleure manière de comprendre un peu la réflexion de Julie Céline. Mais moi qui ai eu la chance de la voir un peu en avant-première, après la partie un peu diagnostique, hein, on va dire, dans les grandes lignes, vous proposez des pistes qui répondent d'ailleurs à la question contenue dans le titre, à savoir comment sortir du merdier actuel. Un des intérêts de ce petit manuel, c'est effectivement pas de se borner à faire un constat, un état des lieux, hein, d'autant que ça, on peut aujourd'hui trouver des dizaines, voire des centaines d'ouvrages qui proposent des diagnostics, mais sans forcément proposer derrière des pistes qui permettent d'aller au-delà de ce diagnostic. Si vous deviez résumer les grandes directions que l'humanité va devoir prendre justement pour sortir du merdier actuel, quelles seraient-elles? Alors avant cela, je pense que je vais repréciser quel est le fil rouge du livre et en quoi il se distingue, si on peut dire, des autres livres qui ont déjà été écrits sur le sujet. Le livre, ce qui fait son originalité, c'est qu'il étudie quelles causes culturelles nous a amené à cette situation un petit peu catastrophique, au bord de l'abîme, et en quoi et de quelle manière nos idées, qui sont parfois peut-être un petit peu erronées, peuvent être modifiées. Donc en fait, l'idée du livre, c'est que d'après moi, c'est un changement dans notre façon de penser qui pourra nous sortir de ce merdier. Excusez-moi, il y a un peu une profusion du mot merde. Mais bon, c'est ce mot-là que j'ai choisi. C'est bien clair. Voilà. Donc ça, c'est la première précision. Donc ensuite, la question, c'était... dans quelle direction, voilà, quelle direction, quelle décision, au-delà simplement de l'évolution de nos modes de pensée, voilà, dans quelle direction concrète nos modes de pensée vont devoir évoluer, à quoi on va devoir renoncer, quels sont les réflexes que nous avons aujourd'hui majoritairement et sur lesquels nous ne nous posons pas beaucoup de questions, sur lesquels il va falloir sérieusement s'interroger pour que les choses ne s'aggravent pas un petit peu plus. Oui. Je reviens donc à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Avant de dire on éteint la lumière, par exemple, moi je réfléchis à comment on a fait l'ampoule, ou pourquoi pas changer l'ampoule. Autre exemple, la question des déchets. On va dire, on va penser comment les valoriser, comment les recycler. Sauf qu'en fait, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc avant de dire quelles sont les solutions, parce que tout le monde est comme ça un petit peu pressé en disant ok, tu as écrit un bouquin, dis-moi c'est quoi la solution magique, c'est quoi la pilule bleue qui va faire que le monde va changer dès qu'on aura lu ton bouquin. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas magicienne, ou alors je pense que je vais devenir milliardaire demain avec ce bouquin. Non, c'est d'abord, voyons qu'est-ce qui nous a amené à cette situation, quel est notre esprit, quel est l'esprit de l'humanité qui nous a amené à cette situation-là. J'en parle notamment dans l'introduction, qui est d'après moi l'esprit de démesure, qui n'est pas néfaste en soi, parce que c'est comme ça que par exemple les artistes arrivent à créer des œuvres magnifiques. Mais c'est justement en étudiant comment on est arrivé là, qu'on ne reproduira pas les mêmes erreurs. Je pense d'abord que les gens doivent se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Sachant que la bonne solution, à mon avis, il y aura de la casse dans tous les cas et qu'elle n'est pas magique. Pas de recette de cuisine. Non. Vous prenez beaucoup d'exemples sur l'étranger, vous parlez de la Thaïlande, vous parlez du Bhoutan. Comment vous avez fait ce travail de partir vraiment autour du monde pour aller recueillir des idées, des concepts? C'est très riche en termes
termes de direction et d'origine d'idées? Au niveau des exemples, il y en a surtout au niveau de la Thaïlande, puisque donc, mon père est parti vivre il y a une quinzaine d'années. Du coup, j'y vais chaque année 1 à 2 fois par an. J'y vais souvent pas pour faire du tourisme. D'ailleurs, la santé de mon père, depuis quelques années, ne me le permet plus. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir cette culture-là, qui est un petit peu aux antipodes de la nôtre. Et ça m'a permis donc de donner quelques exemples sur ça. Ensuite, les autres exemples sur le Bhoutan, c'est vrai que j'en donne un. Ça, c'est tout simplement par mes recherches. Tout simplement par les recherches que tout et chacun peut faire. Donc, je ne vous ai pas sorti aussi un chapeau magique. C'est un petit peu... C'est justement durant cette année-là, durant ma vie à Lyon, quand j'ai tout ce temps que j'ai passé à rechercher toute cette documentation, que j'ai trouvé ces exemples-là. Les jeunes qui vous entourent, hein, vous parlez de la fac à Lyon, comment ils réagissent à vos travaux, à ce premier livre? Est-ce que c'est dans les préoccupations de vos collègues d'être dans la recherche d'une analyse des causes, de la recherche de solutions? Je pense que oui, du moins parce qu'on ressent quand même un certain mal-être chez les jeunes, enfin du moins moi chez ma génération. Après, est-ce qu'ils s'interrogent réellement sur les causes, etc. Je pense aussi oui, certainement, parce qu'ils sont pas bien aujourd'hui. Donc, alors quelle est leur réaction quand je leur ai annoncé la sortie du livre? En général, c'est de la fierté, ils sont contents, et ils se languissent de le lire, donc c'est plutôt des réactions très positives. Comme vous dites, vous proposez pas de recettes miracles, de nouvelles, de nouveaux paradigmes universels qui nous permettraient demain de vivre heureux en faisant disparaître, comme par enchantement, les choses qui nous tourmentent aujourd'hui. Bon, pour autant, vous donnez quand même des directions qui sont d'ailleurs pas... c'est pas négatif dans la bouche, qui ne sont pas novatrices, c'est-à-dire des choses dont on discute depuis déjà longtemps, des choses qui sont proposées depuis déjà longtemps par certains penseurs. Mais bon, globalement, moi, l'impression que j'en ai retirée, c'est que vous êtes assez proche dans la manière d'envisager une sortie du tunnel, d'une pensée qu'on peut qu'on peut résumer sous le, comment dire, un grand chapiteau de l'écologie, sans forcément aller chercher les racines de ça dans l'écologie politique telle qu'on la conçoit en France. En gros, vous n'êtes pas un suppôt du Parti vert français, mais globalement, il y a quand même beaucoup de directions qui sont défendues par les organisations écologistes. Vous vous en sentez proche? Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la politique, ceux qui sont porteurs du message le plus porteur d'avenir sont les écolos ou non? C'est une très bonne question encore. Et c'est aussi une précision qu'à chaque fois je tiens à donner dès qu'on me pose ce genre de questions au niveau de la politique. Le livre, il n'a vraiment pas du tout vocation à être associé à un quelconque parti politique. À mes yeux, et c'est avec mon modeste regard de 23 ans, je me connais beaucoup moins, par exemple, comme Robert ici présent au niveau de la politique. Tous les politiques proposent des choses, mais tous ne veulent pas sortir du système. On reste dans le système. Donc du coup, le livre se démarque dans le sens où on propose de sortir de ce système de pensée, des schémas actuels. Tant que personne ne proposera ça, non, le livre n'aura pas vocation à s'associer ni avec les écolos, ni avec quelque autre parti. D'autre part, si le livre, on l'a mis sous la catégorie essai, c'est parce qu'il est holistique et on ne peut pas dire qu'il appartient seulement à la catégorie écologique, mais parce qu'il traite aussi de l'éducation et d'autres valeurs, et aussi parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de livres sur l'écologie et que, à mon sens, ça aurait servi à rien de refaire encore un bouquin sur ce thème-là. Vous parlez de nouveaux modes de pensée. Qu'est-ce qui va être fondamental à intégrer à notre échelle dans les nouveaux modes de pensée? Quelle est la brique, la clé de voûte? Alors, je vais aller plus loin. Comment je vois l'avenir? Si vous voulez. Pour moi, c'est réellement une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui doit naître sur des nouvelles valeurs.
des nouvelles valeurs basées sur le respect, mais aussi d'autres choses, et qui auront une nouvelle vision des êtres humains et de leur relation avec la Terre, mais aussi avec les choses en général. C'est-à-dire, dans le livre, à un moment, je parle de nouveaux codes de conduite de l'humanité. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, vous parlez de sortir du modèle qui prévaut depuis 20 siècles, qui est au moins, qui est celui du dominant-dominé, ou une classe dirigeante et une classe en dessous au service de cette classe dirigeante, et des échanges plus ou moins équitables entre les différentes strates de la population. Comment on peut casser ce schéma qui est quand même très fortement et profondément inscrit dans l'esprit de l'humanité? Parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le rapport dominant-dominé, c'est des choses qu'on retrouve dans plusieurs civilisations, dans plusieurs régions du monde, dans plusieurs religions. On n'a pas réellement... c'est un modèle archi-dominant à la surface du globe. Alors, au niveau du modèle, je vais peut-être laisser les personnes au fond rentrer. Au niveau du modèle dominant-dominé, je ne parle pas seulement du fait qu'il y a un chef et des personnes dessous. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Modèle dominant-dominé, prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on consomme des ressources de la nature, on considère que ces ressources, on ne les paye pas en fait. On se sert gratuitement. On coupe des arbres, etc. Ça ne rentre pas dans le compte de résultat. On est donc dans un modèle dominant-dominé. Pareil, quand on calcule l'empreinte écologique, c'est-à-dire la surface productive disponible par chaque être humain, donc qui est extrêmement important pour les Américains, moindre pour des pays africains, c'est toujours par rapport à l'homme. On ne tient pas compte des autres espèces dedans. Oui, les surfaces productives donc, sur la Terre, pour nous. Les autres êtres vivants dessus, non, ça c'est pas important. Ça, c'est pas modèle dominant-dominé. Pour moi, je ne vois pas alors quelle peut être la signification de ces mots-là. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu aborder la chose, en fait. Mais, ok, mais ça règle quand même la marche du monde, y compris dans la relation de l'homme avec les autres espèces, depuis toujours, ou presque. À part donner dans le livre quelques exemples de civilisations, notamment les Amérindiens, qui avaient une autre relation aux autres espèces et à la nature. Mais aujourd'hui, quand on parle de ce genre de choses, on dit voilà, le respect de la nature, un arbre c'est un être vivant, on ne peut pas le couper comme ça parce qu'on a décidé de le couper parce que ça nous bouchait la vue ou qu'on a besoin de bois pour chauffer l'hiver. Ça, c'est un état d'esprit qui n'est pas... quand on le propose aux Occidentaux moyens, on leur propose un modèle régressif, quoi. On leur demande de revenir en arrière. Et revenir en arrière, c'est pas quelque chose de facile à admettre. Est-ce que, quelque part, ce que vous proposez, c'est pas de revenir en arrière? C'est sûr que je parle d'une certaine sobriété, dans tous les cas. On va reprendre un exemple qui est dans le livre et qui parle de la situation actuelle. Pour moi, la situation actuelle, c'est comme si on était dans un véhicule piloté par un fou avec un mur en face de soi. Alors là, du coup, il y a deux solutions. Soit on fait un virage puissant pour sortir de la situation, c'est-à-dire changer de modèle, mais dans tous les cas, ça sera violent et il y aura de la casse. Soit on attend, en faisant de petites choses, mais au final qui ne changent pas réellement la donne, et dans tous les cas, la voiture s'écrase. La dernière situation, c'est un petit peu la nôtre, c'est-à-dire qu'on consomme des ressources qui sont non renouvelables. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses, on n'a pas changé ce modèle-là, donc on attend que le véhicule s'écrase. Donc oui, évidemment qu'il y a une certaine sobriété et le retour aux choses simples. Et évidemment qu'on fasse un virage maintenant ou qu'on attende, il y aura de la casse. D'après moi, c'est inévitable. Et revenir aux choses simples, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais à mon avis, on va y être un petit peu obligé.
j'attends. C'est vrai que la démographie, elle est galopante, et aujourd'hui, je crois que c'est un mot-clé, la démographie, vous en parlez, vous développez. Donc c'est vrai qu'on finalement, on va peut-être pouvoir changer les modes de pensée, en tout cas je l'espère. J'ai l'impression que c'est votre croyance, vous pourrez peut-être développer là-dessus. Mais les modes d'action, ça va être, je rejoins Hervé, ça va être relativement long. On arrête de surconsommer, et on est tous verts dans l'âme, mais dans nos comportements, vous voyez bien, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, est-ce que vous pensez que la lecture du livre va pouvoir faire avancer les choses de ce côté-là? Le livre, il a pour but d'être une source d'inspiration pour tous, pour toute personne désireuse de mieux comprendre la situation actuelle. Donc oui, pourquoi pas. C'est peut-être utopique, mais bon, peut-être que c'est lié à mon âge. Mais si le livre il peut inspirer des personnes, qu'on peut se regrouper, regardez le mouvement des indignés qui prend un peu naissance de partout, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi ça ne pourrait pas créer le même phénomène? Des personnes qui se rapprochent vers la même but, qu'elles pensent juste et qui ont envie de changer le monde. C'est très utopique, mais pourquoi pas? On l'a dit, on le répète, vous avez aujourd'hui 23 ans, donc vous appartenez à la génération qui commence à arriver je veux dire, dans le monde du travail, qui va prendre le relais petit à petit de la génération précédente. Dans 20-30 ans, c'est votre génération qui va être aux manettes, qui va avoir le pouvoir. Vous fréquentez, comme tous les gens normaux, des gens de votre âge. Est-ce que dans leur manière d'envisager l'avenir, dans les conversations que vous avez avec eux, dans l'acceptation de ce que contient votre livre, vous avez puisé des raisons d'espérer? En clair, est-ce que les gens de votre génération sont prêts à mettre en œuvre les principes qui vont nous permettre de sortir du merdier actuel? Ben par exemple, là, Aurélie qui filme, c'est, si je peux te montrer, c'est une amie du collège, on s'est rencontrés très tôt. Et la semaine dernière, on s'est vus, et elle m'a dit bah, c'est super, tu as écrit un livre, et moi aussi j'ai envie de faire changer les choses. Mais comment je peux faire? Et ça, Aurélie, elle a mon âge, 23 ans, peut-être encore 22. Je voulais les avoir. Voilà, elle va les avoir. Mais bah, tout le monde se pose cette question, plus ou moins. Roger, mon grand-père que j'ai vu rentrer dans la salle il y a quelques secondes et qui a 77 ans, il se pose exactement les mêmes questions. Et il me dit, moi j'ai autant l'esprit révolutionnaire que toi, et tu verrais si j'avais ton âge que je ne ferais pas dans la rue. Voilà. Donc oui, je pense que chacun s'interroge sur ça. Après, est-ce que chacun mettra en œuvre ce que je propose, ou du moins chacun fera peut-être à sa manière? Je pense que les gens ont peut-être juste besoin de se poser les bonnes questions et d'être inspirés par quelque chose qui leur paraisse un avenir viable et lumineux, si je peux dire, quoi. Pour l'instant, moi, quand je parle à mes amis, c'est plutôt assez sombre, quoi, la vision qu'ils ont du futur, etc., de leur avenir professionnel et du reste. Ils n'ont pas l'air à chanter et ils ne voient pas très loin, quoi. Ils ne voient pas notre entente. Et est-ce que vous sentez qu'ils ont aujourd'hui de plus en plus conscience que le modèle sur lequel on vit et sur lequel l'humanité a prospéré depuis au moins le début de la révolution industrielle est un modèle finissant qui va sans doute disparaître ou devoir être lourdement adapté au cours de la période de vie de votre génération? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous sentez venir chez les gens de votre âge? Oui, certainement, parce qu'on en parle beaucoup aussi. Comme on disait tout à l'heure quand on discutait ensemble, le modèle capitaliste est fondé sur un illogisme, c'est-à-dire toujours plus de croissance sur un espace clos et avec des ressources qui ne sont, elles, pas infinies. Donc mentalement, c'est très facile à comprendre. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience et tout le monde est d'accord sur ça. Quel a été le déclencheur? Vous avez parlé un peu de ces années à Lyon, vous avez fait de recherches, vous avez assemblé des tas d'éléments. Quand on reprend un peu votre présentation, le petit communiqué de presse, il est écrit « Je me suis tout soudain demandé dans quel monde je suis tombée ». Est-ce qu'il y a eu vraiment de la colère, un élément déclencheur, où ça a été une somme d'éléments
qui vous ont donné envie de réagir, qui vous ont donné enfin, j'entends peut-être finalement un message d'espoir dans ce bouquin qui s'appelle Sortir du merdier actuel. Donc, je veux bien savoir si c'est ma curiosité ça, mais s'il y a eu vraiment quelque chose d'identifiable comme déclencheur. Très tôt, très jeune, c'est vrai qu'il m'était souvent posé la question dans quel monde suis-je tombée en fait, où c'est que je me trouve, c'est quoi un petit peu ce bordel. Mais en fait c'est réellement, et c'est vraiment une raison toute simple, en fait c'est pas quelque chose de fabuleux, c'est vraiment en écrivant, en me renseignant sur la situation actuelle que l'idée du livre est venue petit à petit en fait. Et un jour je me suis dit, l'évidence, ah mais pourquoi tu sors pas un livre, pourquoi t'en fais pas une synthèse accessible pour tout le monde? Il y a plein de réflexions intéressantes qui sont en train d'émerger ça et là dans le monde, pourquoi ne pas... C'est Internet, c'est la lecture de la presse, ce sont des forums, quel est vraiment le... Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Et surtout aussi le fait d'avoir rédigé des articles, m'être renseigné, c'est ça qui a fait le défi. Est-ce que la crise économique et financière, parce que là dans votre livre vous parlez de la crise globale, de la crise de l'humanité, et qui ne remonte pas seulement au dernier soubresaut de l'économie, mais est-ce que la crise qui s'est enclenchée à l'été 2007 aux États-Unis avec la fameuse faillite du système des subprimes et qui a fini par gagner le monde entier un an plus tard avec comme déclencheur la faillite de la banque Lehman Brothers, est-ce que ça a participé et dans quelle proportion à votre envie d'en faire un livre? Ça a participé dans le sens où aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une conscience qui s'éveille de plus en plus, un petit peu de partout, et je me suis dit c'est le moment ou jamais pour qu'un livre comme ça sorte. Et oui, ça a participé parce que la crise ça a remis en question pas mal de choses, même si aujourd'hui au final il n'y a rien qui a bougé. Mais sur le coup, ça a permis de sortir beaucoup de réflexions sur notre modèle. Et du coup, je me suis dit, voilà, il ne faut pas que j'attende là. Tu as pu réfléchir un petit peu de ton côté sur la question, donc oui. Donc ça fait partie des éléments déclencheurs dont on a parlé tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Il est 16h15, on va vous passer la parole, bien entendu. Peut-être ma dernière question avant de laisser Hervé. Non, mais on passera aux questions après tout de suite. En couverture, il y a une très belle image qui, je pense, travaillée à partir d'une peinture. Ouais. Comment on choisit une couverture comme celle-là? Pourquoi? En quelques mots. Alors en fait, donc l'image, la peinture qui est sur cette couverture, elle est symbolique. Donc je vais un petit peu vous la décrire parce que peut-être que pas tout le monde a vu la couverture du livre. C'est une peinture où il y a un arbre immense sur un paysage qui est un petit peu désolé, qui n'est pas vraiment habité. Mais il y a surtout sur cet arbre des enfants qui grimpent. Et tout à l'heure, je parlais d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui vivent sur de nouvelles valeurs. Pour moi, c'est un petit peu cette représentation-là. C'est-à-dire l'arbre, la vie, la relation avec la terre, et les enfants, cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui grimpent, si on peut dire, sur de nouvelles valeurs. Voilà, on ne va pas tenir le micro, même si nous n'en avons pas trop longtemps. L'idée de cette petite rencontre, c'était aussi de donner aux gens dans l'assistance l'occasion d'échanger avec Julie Céline et de lui poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Après, je sais qu'il va falloir vous pousser un peu pour qu'il y en ait une qui soit posée, puis après il va falloir vous arrêter. Vous avez jusqu'à 16h30. Voilà. On est large. Alors je prends la première question. Merci Robert. Elle n'était pas préparée, donc C'est les meilleurs. elle n'est pas au courant de ma question. Julie, tu vis comme une petite bourgeoise, dans un bel appartement confortable, tu as une petite vie agréable, prenant pas beaucoup de jeunes étudiants, tu travailles dans le système, et dans le même temps, ce que je viens d'entendre, tu dis qu'il faut sortir du système et ce système n'est plus valable. Comment est-ce que tu peux expliquer ce paradoxe? C'est-à-dire que tu es issu du système, tu vis ce système, tu produis au sein même du système et tu dis il est plus bon, il faut changer.
Parce que, d'après moi, il faut faire partie du système pour pouvoir changer les choses. C'est l'histoire de l'ermite qui va aller dans sa forêt et qui va dire c'est facile, j'arrive très bien à méditer, je travaille sur moi et je vais devenir un être éveillé. Et pendant ce temps-là, la société, elle sombre et les gens ne sont pas aidés. Donc pour moi, faire partie du système, être dans une association de chefs d'entreprise, c'est justement un moyen de plus pour pouvoir changer les choses. Et c'est un petit peu de la stratégie aussi, si on peut dire. Ensuite, mon mode de vie qui a été confortable jusqu'à présent et qui l'est encore, je pense que ça n'empêche pas de réfléchir. C'est vrai que j'aurais pu dire que j'avais eu des souffrances, etc., que j'avais vécu des galères. J'en ai pas vécu, sauf que mon père est parti quand j'étais très jeune en Thaïlande, du coup, je n'ai pas beaucoup connu. Mais c'est une petite souffrance comme tout un chacun en a. Mais je vois pas en quoi ça peut empêcher la réflexion. Et dans mon mode de comportement, ma mère, qui a le t-shirt à paillettes, pourra le dire, elle est sans cesse, parce qu'elle adore ça, et c'est pas grave, moi je l'aime comme elle est sans cesse en train de me proposer, mais regarde ma chérie, justement, nous c'est vrai, on a les moyens, regarde cette robe, elle est belle, pourquoi tu la veux pas? Je lui dis, non, moi j'en ai pas besoin. Elle me dit, non mais attends, on marche sur la tête. Je te propose quelque chose que toutes les jeunes filles de ton âge diraient, non mais attends, maman, t'es la plus sympa, t'acceptes. Et à chaque fois, je dis, non, merci maman. Voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est ma mère, alors on dirait c'est un peu facile, mais pourtant c'est la réalité. Donc, oui. Petite bourgeoise, surtout depuis que j'ai vécu dans ta maison. Tu dis que tu n'es pas politique, mais tu ne fais que les trotskistes dans ce cas. Peut-être pour juste dire un mot sur CJD, sur ces centres de jeunes dirigeants avec qui je travaille également beaucoup. C'est quand même des chefs d'entreprise qui ont envie de nouveaux modèles, qui parlent d'innovation dans le management, de manager autrement, d'être dans des managements participatifs. Je pense quand même qu'il y a quand même un lien aussi dans le job qu'elle a trouvé. On ne travaille peut-être pas au CJD par hasard, il y a quand même une philosophie et quelque chose qui tire quand même l'ensemble de la société, à mon avis, vers le haut, dans le management et dans la façon de penser les entreprises. Autre question? On vous écoute. J'ai survolé votre livre, hein, donc c'est peut-être imparfait ce que je vais vous dire. J'ai l'impression que c'est une occidentale qui parle aux occidentaux. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un élément peut-être extrêmement dangereux dans cette planète, c'est qu'aujourd'hui les pays émergents sont des pays extrêmement mangeurs d'énergie, avec un capitalisme extrêmement sauvage, qui fait qu'il y a un décalage total où les pauvres deviennent plus pauvres, où les riches deviennent plus riches dans ces régions-là. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les conseils, fort judicieux sans doute que vous donnez, sont des conseils qui n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où la surchauffe économique fait qu'aujourd'hui, ce qui va exploser, c'est pas tellement les Occidentaux qui vont dire « attendez, on va trop loin », c'est les pays émergents qui disent « nous, on veut rattraper la richesse que vous avez eue ». Il y a une sorte de... il y a une psychanalyse du déchet, quelque part. Robert parlait de trotskisme, moi je suis un ancien trotskiste, et effectivement, cette remise en valeur constante fait que c'est même pas une révolution permanente, c'est une interrogation permanente où il y aura toujours à faire. Mais j'ai l'impression que c'est une leçon d'une occidentale donnée à un oriental à un moment où les pays émergents n'ont qu'une idée en tête, créer sans arrêt des besoins. Vous parliez du capitalisme tout à l'heure. Le capitalisme, c'est peut-être un des éléments que vous n'avez pas évoqué, créer des besoins justement pour permettre à produire ce qu'on n'a pas besoin. Alors vous avez, tout à l'heure avec votre mère, c'est une question d'éducation, mais cette éducation, elle n'est pas générale. Alors presque. Alors j'ai l'impression de poser plusieurs questions en même temps. Alors c'est quoi la première? La question la plus importante, c'est la surchauffe de ce déchet d'énergie fait par les pays émergents, avec un capitalisme extrêmement sauvage, et qui fait que tous les conseils pour protéger justement cette terre seraient incomplets s'il n'y a pas une véritable
conscience globale. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ça peut-être la question la plus importante. Les autres, elles sont anecdotiques. D'accord. Alors moi, j'ai pas vraiment compris la question. La question, c'est que... Ah ouais. La question, je vais la dire très clairement, il y a actuellement dans les pays émergents, donc la Chine, l'Inde, etc., une telle surchauffe économique, les besoins qui sont écrits souvent par les Occidentaux qui vont à moindre prix se faire produire là-bas et qui sont véritablement aujourd'hui les véritables responsables de ces énergies qui bouffent la Terre. C'est-à-dire qu'au fond, la couche d'ozone... Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont responsables. Si nous, en tant que petits Français, on crée des usines en Chine ou je ne sais pas, on est tous co-responsables. Sans doute, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à imposer ni aux Chinois ni aux Indiens les accords de Kyoto. Ils n'en veulent pas. Les États-Unis non plus, parce qu'ils ont besoin de créer un maximum ils sont dans le capitalisme sauvage. Ils sont dans le 19e siècle, il y a un problème de temps. Le temps n'est pas le même entre l'Orient et l'Occident. Excusez-moi, peut-être qu'on pourrait dire qu'on leur a donné le modèle du capitalisme effréné en son temps, qu'ils en sont là, et que par le type de livre qu'a écrit Anne Céline, on leur donne l'exemple de la réflexion pour les temps à venir. On travaille en amont, comme on l'a fait dans le négatif, on peut le faire dans le positif, parce que c'est vrai que ça reste une grande ambition, l'osité et la mise en application. Mais tel que l'Occident nous montrait l'exemple, et puis qu'après il y aura peut-être un suivi, quand ils en prendront conscience, mais on ne peut pas leur reprocher, ce serait difficile de ne pas manger le gâteau, maintenant qu'on en a bien profité nous, on a compris qu'il nous faisait mal. Peut-être que la vraie question, c'est est-ce que c'est le livre d'une occidentale à une partie du monde en particulier? Est-ce que vous avez pensé mondialisation? J'entends un petit peu le type de question. C'est sûr qu'à la base, c'est une livre occidentale à l'Occident, mais comme vous le dites très justement, Michel, je crois, il y a de plus en plus de pays émergents qui souhaitent avoir le même mode de vie que nous. Donc, oui, le livre s'adresse à plus de personnes et à plus large que l'Occident en fait. Puisque ce sont peut-être des personnes qui demain voudront avoir exactement le même modèle que le nôtre. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de l'avoir parce qu'il n'est pas viable. Le temps de prendre encore 2 ou 3 questions. Ne soyez pas timides. On est là pour ça. Finalement, Julie Céline, d'abord, bravo pour ce livre. J'ai commencé à le parcourir, je me suis arrêté sur quelques endroits, mais cette conversation, d'abord Robert a pris la question pour ne pas la poser, mais il y avait quelque chose que j'avais envie de dire, c'est qu'au travers de la prise de conscience que tu suggères aux maîtres du monde, et à nous tous ici présents, il y a aussi une action politique. Alors elle est difficile à gérer parce que la prise de conscience, elle se heurte à la nature humaine, comme disait monsieur, qui est depuis des millénaires faite pour qu'il y ait une question de dominance et de dominer. Et puis après, il y a la volonté qu'on peut avoir d'améliorer les choses, de faire évoluer le monde. Donc c'est cette difficulté à laquelle on va tous être liés maintenant qu'on va lire ton livre. Et alors peut-être que de l'intérieur, on peut faire changer les choses, sûrement. Peut-être aussi qu'il faudra convaincre à l'extérieur, donc il faudra quand même faire de la politique. Mais la question de la politique est... c'est clair qu'elle est très délicate. La première interview que j'ai eue pour un petit journal plutôt à tendance communiste, ensuite on m'a dit, mais alors votre livre, c'est quelle partie, il est rattaché à quoi, etc. Là je lui ai dit, écoutez, le livre il n'a pas vocation à être politique parce que c'est l'enfermer dans une case et limiter ses possibilités, surtout dans la période de l'année prochaine. Mais évidemment que s'il peut inspirer les politiques, c'est un des buts. Mais ça doit tous les inspirer. Ça doit tous les inspirer. Parce que pour l'instant, ils restent tous dans le même système. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas le mettre dans une case ou l'autre, même si nous on a dit que tout soit cloisonné, ça non. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de la prise de conscience, à un moment donné, il faut passer à l'action. Et Ouais. qu'on peut dire à des gens qui ont la maîtrise du monde qu'il faut faire quelque chose pour changer,
est-ce que leur intérêt est vraiment de le faire aujourd'hui et comment on peut faire pour les y convaincre autrement qu'en leur proposant de lire quelque chose qui est le résultat d'une prise de conscience collective, comment on peut aller plus loin. Voilà. Et c'est là qu'il faudra qu'on y réfléchisse. Donc il y a peut-être un deuxième volet. Deuxième tome. On attend la suite, vous avez raison. Peut-être un peu dans le même ordre d'idée, par rapport aux réactions qu'on a eues un peu sur le salon Via Femina. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites, mais l'approche est quand même spirituelle à un moment donné, vous parlez de religion, vous allez vous pencher sur quand même beaucoup de modes de pensée en lien avec les religions. Comment vous vous positionnez là, sur le sujet? J'aime pas trop le mot spirituel, enfin j'ai rien contre ce mot, mais c'est juste qu'il est entaché de beaucoup de préjugés. Dès qu'on dit spirituel, aujourd'hui on pense à New Age et à d'autres termes que je ne souhaite pas associer au livre. Mais par contre, oui, il est spirituel dans le sens où il étudie une façon de penser, donc une certaine spiritualité. Mais je préfère même pas utiliser ce terme pour pas créer juste d'encombrement dans l'esprit des gens, déjà que la situation est bien complexe. La dernière, la meilleure. Dernière petite question. Le côté spirituel peut être intéressant à aborder sous la spiritualité qu'il peut comporter, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'orientalité dans ce que tu écris, et il y a donc un risque de dérive dans l'interprétation ou même dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on peut partir de plus être donc politisé, on trouve un message politique, mais passer à un message spirituel orienté. Parce qu'il n'y a pas. Et c'est d'ailleurs pour comment fais-tu pour surmonter ce risque et de ne pas entraîner ton lecteur Ah ouais. Mais comment je fais? C'est en précisant et en expliquant, justement. À un moment donné, je parle du bouddhisme. Je cite quelque chose qui me paraît intéressant du bouddhisme. De suite après, je dis attention, je ne suis pas bouddhiste. Je cite le bouddhisme parce que ça me paraît intéressant, parce que c'est une philosophie, religion, peu importe son nom, qui étudie la réalité telle qu'elle est. C'est un de ses objectifs. Donc du coup, ça me paraît intéressant de le traiter. Comme je disais, on peut aimer l'étoile de Picasso sans adhérer à ses opinions politiques. Voilà, j'ai pas un esprit duel, donc ça fait que du coup, s'il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans la religion, que ce soit les Amérindiens, que ce soit le bouddhisme, j'en parle, en effet. Et c'est en précisant, en expliquant dans le livre que j'espère que ça évitera toute dérive. Mais après, je pense qu'une personne qui ouvre le bouquin et qui voit un mot, vu que la plupart des gens ils se font un jugement en une demi-seconde, évidemment qu'il y aura des dérives. Mais en même temps, si ça peut faire parler du livre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de risque, quand on a prévu lu ton livre, d'aller à des règles sacrées. Adhérer à la liste. Ah ben oui, normalement. Je parle du reste. Je parlais d'Orient. Non, non. De toute façon, les grandes religions aujourd'hui, c'est des sectes qui ont réussi. Hein. Oui, adhérer à des Donc, tout à fait. Nous, à notre petit niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut. Voilà, si ça s'intéresse au maître du monde, on n'est pas maître du monde, rien du tout, qu'est-ce que. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut. La démarche individuelle, c'est. La démarche individuelle, je ne sais pas si tu as... C'est d'acheter le livre et de Voilà. suivre ce qu'il y a dedans. Alors j'ai acheté le livre, j'ai pas tout lu encore. Ben voilà. C'est pour ça, c'est parce que j'ai pas tout lu, sinon j'aurais la solution. C'est vrai. Voilà. Ouais, il y a des commencements de solutions. Oui, il y a la volonté d'aller. Mais on ne va pas tout déflorer. Non, on va pas dévoiler, On va c'est pas donner l'idée. envie. Merci. Ah, J'ai une dernière question. La dernière. Je pense que ce que relève madame est très intéressant parce que j'ai juste une remarque, Julie. Je pense que tu aurais peut-être pas dû mettre à l'intention des maîtres du monde. Ça, c'est on a vu sur le salon. Et oui, parce que l'individu va penser tout de suite que c'est peut-être trop compliqué, que c'est une sorte de réflexion qui est menée justement sur le rapport dominant-dominé. Or, dans la nature, tout est dominant et dominé. Il y a toujours des prédateurs. Donc je pense que ton livre est peut-être plus axé sur une réflexion individuelle pour essayer que tout un chacun trouve quelques réponses, s'il peut, soit-elles pas forcément, mais
qu'elle lui apporte quelque chose pour justement se positionner par rapport à l'état actuel du monde. Donc je pense qu'il est peut-être un peu trop prétentieux. De Si je dire peux me l'attention permettre, et de tous les autres. Pourquoi les maîtres du monde, c'est quelque chose dont on a parlé au tout début. Il y a 2 points. Tout d'abord, ça exprime une certaine révolte, si on peut dire, un ras-le-bol, en disant « Oh, il faut bouger ». Est-ce que vous nous entendez, vous qui êtes là-haut? Est-ce que vous entendez notre appel? C'est pas, à l'attention des maîtres du monde, c'est pas de dire... on appellerait les autres? Il faut très bien... Parce on a aussi sa liberté individuelle, et ce livre, justement, je pense qu'il est plus axé sur la liberté que tu as eu. Il y a une dimension de provocation aussi là, Oui. dans ce sous-titre. Oui, voilà. Vous considérez comme les maîtres du monde, quelque part vous faites pas votre boulot, enfin, tu m'arrêtes Voilà, si c'est pas un petit peu ça. Et les maîtres du monde, la question elle est presque posée dans le sous-titre. À la limite, qui sont-ils et peut-on réellement les identifier? Parce qu'a priori, ils ne font pas leur boulot. Enfin, je parle à ta place, mais moi, je l'avais un peu ressenti comme tel. Bien sûr. Pour compléter, je vais reprendre la question d'Hervé qui disait est-ce que la crise a été un déclencheur? Est-ce que tu as, vous, parce qu'on se connaît en fait, est-ce que tu as eu l'impression lors de la crise, qui a débuté plutôt aux États-Unis, d'avoir eu une quelconque influence? Est-ce que tu trouvais que toi, au niveau individuel, tu aurais pu changer les choses? On t'a donné le choix? Non. Non. Ce sont des personnes qui ont fait cette situation-là. Et tout le monde le sait. On subit, oui. Voilà, on subit. D'où ce titre. Je suis d'accord avec toi. On a tous une capacité individuelle. Mais apparemment, c'est pas la vie de tout le monde. Oui, c'est plus d'accord. Non, merci beaucoup d'être Merci aussi beaucoup. nombreux. Merci à vous. Nous continuons la soirée chez une autre bourgeoise, un appartement bourgeois, au 75 boulevard de la Libération,